Quand j'ai enfin trouvé un appartement dans un petit immeuble du centre-ville, c'était comme un rêve devenu réalité. Après des années à partager des espaces avec des colocataires bruyants ou à vivre dans des chambres exiguës, ce studio était le symbole de mon indépendance. L'immeuble avait un certain charme vieilli, des murs en briques apparentes, un escalier en colimaçon légèrement grinçant et des couloirs baignés d'une lumière tamisée. Tout cela me semblait chaleureux, presque réconfortant. Parmi les quelques habitants, il y avait un voisin dont la présence m'intriguait dès le premier jour. Il habitait au 3e étage, dans l'appartement numéro 304. Un homme discret, à la démarche lente, toujours vêtu de vêtements sombres. Il ne parlait presque jamais. Mais chaque fois que je le croisais, je sentais son regard pesant sur moi, comme s'il cherchait à m'observer au-delà des apparences. Je me disais que j'étais peut-être trop méfiant ou fatigué par le stress du déménagement. Après tout, dans un immeuble aussi calme, chacun devait avoir ses habitudes tranquilles, et il n'y avait rien de vraiment étrange. Pourtant, ce voisin silencieux laissait une impression que je n'arrivais pas à définir. Une impression qui allait, peu à peu, transformer mon enthousiasme en une angoisse que je n'aurais jamais imaginée. Une nuit, alors que je rentrais tard du travail, je remarquai immédiatement quelque chose d'étrange en arrivant devant ma porte. La poignée était légèrement abaissée, et la porte, elle était entr'ouverte. Mon cœur se mit à battre plus vite. J'étais pourtant sûr de l'avoir fermée à clé en partant le matin. Je poussai doucement la porte, chaque mouvement amplifiant mon appréhension. L'appartement était plongé dans le silence. Rien ne semblait déplacé à première vue, et pourtant, cette sensation d'intrusion ne me quittait pas. Était-ce moi qui avais oublié de la verrouiller, emporté par la routine quotidienne? Je fis un tour rapide de l'appartement, vérifiant chaque pièce, chaque recoin. Tout était à sa place. Aucun signe de vol, aucune fenêtre ouverte. Malgré cela, une gêne persistante s'installait, une impression indéfinissable que quelque chose m'échappait. En refermant la porte derrière moi cette nuit-là, je ne pouvais m'empêcher de jeter un regard derrière mon épaule. C'était sûrement un simple oubli, me disais-je pour me rassurer. Mais au fond de moi, une petite voix murmurait que ce n'était que le début de quelque chose de plus sombre. Quelques jours plus tard, une série de petits détails commença à attirer mon attention. Des objets semblaient déplacés, comme si quelqu'un avait touché à mes affaires. Une tasse que j'étais sûr d'avoir laissée sur la table était maintenant sur le comptoir de la cuisine. Mon portefeuille, habituellement dans le tiroir de ma commode, était posé sur mon lit. Au début, je pensais que c'était moi qui devenais distrait, peut-être à cause du stress ou de la fatigue. Mais plus les jours passaient, plus ces incidents se multipliaient. Un soir, alors que je cherchais un pull dans mon armoire, ma main toucha quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Enfoncé entre mes vêtements, il y avait un petit carnet, un vieux journal à la couverture usée que je n'avais jamais vu auparavant. Intrigué et inquiet, je l'ouvris. À ma grande horreur, les pages étaient remplies de notes décrivant ma vie quotidienne. Des détails précis, minutieux, mes heures de départ et d'arrivée, les plats que je cuisinais, les moments où je téléphonais à ma famille. Il y avait même des observations sur des choses que je faisais chez moi en toute intimité, comme si quelqu'un m'avait espionné depuis des jours, voire des semaines. Mon estomac se noua. Qui avait écrit tout cela? Comment ce journal avait-il atterri dans mon armoire? Cette fois, ce n'était plus une question d'oubli ou de distraction. Quelqu'un, quelque part, m'observait de près. Très près. Décidé à obtenir des réponses, je pris mon courage à deux mains et montai jusqu'à l'appartement numéro 304. Le couloir était sombre et silencieux, et chaque pas que je faisais semblait résonner étrangement. Arrivé devant la porte, je frappai, d'abord doucement, puis plus fort. Aucun bruit ne venait de l'intérieur. J'attendis quelques minutes, retenant mon souffle, mais personne n'ouvrit. Pourtant, j'étais certain d'avoir entendu des bruits de pas provenant de cet appartement la veille. Intrigué et de plus en plus inquiet, je descendis pour interroger les autres locataires. Une voisine âgée, qui vivait là depuis des années, fronça les sourcils quand je mentionnai le numéro 304. Elle me répondit d'un ton calme, presque trop détaché. Cet appartement est vide depuis des mois. La dernière personne qui y vivait est partie soudainement, et personne ne l'a remplacée. Mon sang se glaça. Ce n'était pas possible. Je l'avais vu, ce voisin étrange, à plusieurs reprises. Je pouvais encore me souvenir de son regard lourd et insistant. Qui était-il alors? Et, surtout, si cet appartement était vraiment inoccupé, qui m'avait observé tout ce temps? Je remontai à mon propre appartement, le cœur battant à tout rompre. Une fois à l'intérieur, je verrouillai soigneusement la porte, mais cela ne suffisait pas à calmer la peur grandissante qui s'installait en moi. Après la révélation glaçante concernant l'appartement 304, je fis tout ce que je pouvais pour renforcer la sécurité de mon propre logement. J'installai une nouvelle serrure,
ajouté un verrou supplémentaire et placé même une chaise contre la porte chaque nuit avant de me coucher. Mais malgré toutes ces précautions, une angoisse sourde continuait de me hanter. Les jours suivants furent marqués par un étrange mélange de calme et de tension. Rien ne semblait anormal, mais la sensation d'être constamment observé ne me quittait jamais. Je sursautais au moindre bruit, scrutant les ombres de mon appartement, cherchant une présence que je ne pouvais voir. Une nuit, alors que j'étais allongé dans mon lit, sur le point de m'endormir, j'entendis des pas dans le couloir. Lents, réguliers, comme si quelqu'un marchait délibérément juste devant ma porte. Mon cœur s'emballa. J'écoutais, immobile, retenant mon souffle. Les pas s'arrêtèrent net, exactement devant mon appartement. Rassemblant mon courage, je me levai doucement et regardai par le Judas. Rien. Le couloir était vide, éclairé uniquement par la faible lumière vacillante des néons. Pourtant, je savais que je n'avais pas rêvé. Ce soir-là, je compris que, malgré toutes mes précautions, quelque chose ou quelqu'un continuait de m'observer. Et le plus effrayant, c'était que je ne savais toujours pas d'où cela venait, ni jusqu'où cela pouvait aller. Je n'ai jamais eu de problème à conduire la nuit. C'était même l'un de mes moments préférés, une sorte de tranquillité qui me permettait de me déconnecter du stress quotidien. Les rues étaient presque désertes, et la lumière des phares qui se reflétait sur la route mouillée me donnait une sensation de calme profond. Mais ce soir-là, tout a changé. Je roulais sur cette petite route provinciale, loin de la ville, avec l'envie de rentrer chez moi rapidement. C'était tard, trop tard pour que quelqu'un soit encore dehors, mais je l'ai vu. Un homme, qui marchait lentement sur le bas-côté, presque invisible dans l'obscurité. Il portait une veste en cuir usé, ses cheveux longs et emmêlés, et semblait avoir l'air perdu. Je n'avais aucune raison de m'arrêter, mais quelque chose m'a poussé à le faire. Peut-être un instinct, ou peut-être la solitude de la nuit qui m'a fait me sentir plus humain. J'ai baissé la vitre et l'ai appelé. Il a levé la tête lentement, comme s'il n'avait pas entendu la voiture approcher. Il s'est approché sans dire un mot, a ouvert la porte et s'est installé à l'arrière. La porte a claqué derrière lui, et il est resté silencieux, son regard fixé sur la route. Un silence lourd, gênant. Je n'ai pas osé parler. Tout ce que je pouvais entendre, c'était le bruit du moteur et le vent qui sifflait à travers les arbres. L'homme n'a jamais prononcé un seul mot durant tout le trajet. Son visage était difficile à lire, son regard vide. Je ne savais pas s'il était fatigué ou s'il était plongé dans ses pensées. Mais ce qui me frappait le plus, c'était la sacoche qu'il tenait fermement dans ses mains. Elle était assez volumineuse, et je pouvais voir des taches sombres dessus, des taches que je n'avais pas envie de regarder de trop près. C'était étrange, mais je n'ai pas osé poser de questions. J'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur, et j'ai vu son reflet, une silhouette noire contre l'obscurité. Une sensation glaciale m'a envahi, mais je l'ai ignorée. Je pensais que c'était juste la fatigue. Nous avons roulé pendant ce qui m'a semblé être des heures, mais je n'avais aucune idée de combien de temps s'était écoulé. Le silence était presque oppressant. Plus je conduisais, plus je sentais cette étrange sensation de malaise grandir. L'homme ne faisait aucun bruit, comme s'il était totalement absorbé par ses propres pensées. Parfois, j'essayais de le regarder dans le rétroviseur, mais ses yeux restaient fixés sur l'horizon, c'est très impassible. Il ne semblait pas bouger, à peine respirer. Je sentais un frisson me parcourir l'échine, une impression de gêne que je ne pouvais pas expliquer. Pourtant, ce n'était pas tant son absence de conversation qui me perturbait, mais plutôt la manière dont il tenait cette sacoche. Il la gardait serrée contre lui, presque possessivement, ses mains crispées autour de la poignée. J'ai cru voir des taches sombres sur le côté de la sacoche, mais je n'étais pas sûr si c'était de la boue ou autre chose. Un parfum métallique flottait dans l'air, une odeur que je n'arrivais pas à identifier, mais qui me dérangeait profondément. J'ai essayé de me concentrer sur la route, mais mes pensées étaient troublées. Je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qu'il y avait dans cette sacoche. Pourquoi la tenait-il ainsi, avec tant de force, comme si elle était la seule chose qui le retenait encore dans ce monde? J'ai voulu briser le silence, lui poser des questions, mais quelque chose en moi m'en a empêché. Un pressentiment, peut-être. Une peur irrationnelle qui me disait de ne pas en savoir plus. Je ne l'ai pas vu bouger, mais j'ai entendu un léger bruit, comme si quelque chose frottait contre le cuir de son manteau. Je jetai des coups d'œil furtifs dans le rétroviseur, et chaque fois, je le trouvais exactement dans la même position, immobile, comme une silhouette figée dans l'obscurité. Le poids de l'air entre nous semblait se faire de plus en plus lourd. Je me demandais s'il allait un jour parler, s'il allait me dire d'où il venait, pourquoi il était là, ou même pourquoi il semblait si étrange. Mais au lieu de cela, il restait silencieux, et cette absence de mots me glaçait encore plus. C'était comme s'il n'était pas vraiment présent, comme s'il n'avait aucune intention de partager quelque chose de réel avec moi.
Et pourtant, à chaque instant, il devenait de plus en plus difficile de le ignorer. Finalement, nous sommes arrivés en ville. La lumière des réverbères semblait presque irréelle après la pénombre de la route. La voiture ralentit à l'approche de l'intersection, et je sentais une sorte de soulagement m'envahir. J'étais presque heureux d'en avoir fini avec ce trajet silencieux et étrange. Mais l'homme ne montra aucun signe de vouloir sortir. J'ai ralenti encore, regardant par le rétroviseur, attendant qu'il me dise où s'arrêter. Finalement, il tourna la tête vers moi. Ses yeux étaient toujours aussi froids, mais cette fois, il sembla faire un effort pour parler. Là, dit-il d'une voix basse, presque inaudible. Il pointa du doigt une ruelle sombre au bout de la rue, juste avant un vieux bâtiment abandonné. Je freinai doucement, et la voiture s'arrêta dans cette ruelle étroite. Il ne dit toujours rien. Il n'a même pas bougé pendant un instant, comme s'il attendait que je fasse quelque chose. J'ai tourné la tête pour lui faire un signe de la main, mais il n'a rien répondu. Sans un mot de plus, il ouvrit la porte et descendit rapidement. Il se tourna une dernière fois vers moi, et je crois que je vis une ombre d'un sourire, mais ce n'était pas un sourire qui m'apportait de la tranquillité. C'était un sourire inquiétant. Il disparut dans l'obscurité avant même que je n'aie le temps de réagir. J'ai observé son dos s'éloigner dans la rue déserte, un sentiment d'angoisse me prenant aux tripes. Je voulais m'assurer qu'il était bien en sécurité, mais une partie de moi savait qu'il ne voulait rien d'autre que de disparaître. Quand j'ai regardé le rétroviseur pour me remettre en route, je vis quelque chose qui me fit geler sur place. Là, sur le siège arrière, à côté de l'endroit où il était assis, il y avait une photo. Une photo de moi. Elle avait été prise sans doute alors que je dormais dans mon propre lit, chez moi, il y a quelques semaines. C'était clair. Je reconnaissais les draps, la position dans laquelle je dormais. C'était moi, et je n'avais aucune idée de comment il avait fait pour prendre cette photo. L'angoisse monta en moi, mes mains se crispèrent sur le volant, mon cœur battait fort dans ma poitrine. Je n'avais pas le courage de toucher la photo. Il n'y avait rien d'autre sur le siège, juste cette photo, et un malaise insupportable. Je me suis précipité pour sortir de la voiture, mais mes jambes étaient comme paralysées. Je restais là, pétrifié, à regarder la photo, à essayer de comprendre comment il avait pu la prendre. Pourquoi? Mais la question qui revenait sans cesse était: pourquoi moi? Je suis resté là, figé, pendant de longues secondes. Mon esprit tournait en rond, cherchant une explication logique à cette situation absurde, mais rien ne faisait sens. J'ai regardé la photo une dernière fois, me demandant si j'avais raté un détail, si j'avais fait quelque chose qui m'avait permis de devenir une cible. Mais tout était flou, troublant, comme un mauvais rêve dont je ne pouvais m'échapper. Finalement, j'ai repris mes esprits. Dans un élan de panique, j'ai pris la photo et l'ai jetée à l'arrière. Je savais que je devais partir, mais quelque chose en moi, un instinct de survie, m'empêchait de rester plus longtemps dans cette voiture. Le regard figé du passager et le mystère de cette photo m'avaient laissé un goût amer, un sentiment d'intrusion que je ne pouvais ignorer. J'ai décidé de jeter la sacoche du mystérieux passager. Il fallait que je m'en débarrasse. Mais comment? Je n'avais aucune idée de ce qui se trouvait à l'intérieur, et cette pensée seule me donnait des frissons. L'odeur métallique était de plus en plus présente, et je pouvais presque la goûter sur ma langue. Chaque seconde qui passait avec la sacoche à bord rendait l'air plus lourd, plus suffocant. Je ne pouvais pas la garder, mais je n'osais pas l'ouvrir non plus. Qu'est-ce qui pouvait être à l'intérieur pour qu'il la tienne si fermement? Je suis allé dans un petit garage de dépannage à l'entrée de la ville, un endroit sombre où personne ne me connaîtrait. Là, dans l'ombre des vieux bidons de pétrole, j'ai trouvé un conteneur métallique. Je me suis précipité pour y jeter la sacoche sans même y jeter un coup d'œil. Je n'avais pas besoin de savoir. Tout ce que je voulais, c'était que cette partie de l'histoire disparaisse à jamais. Je suis monté dans la voiture, fermant la porte derrière moi comme si je fermais une porte sur mon passé. Mais ce n'était pas fini. Même en roulant sur le chemin de retour, je sentais une présence. Un regard me pesait dans le dos, comme si quelqu'un m'observait. La sensation était intense, oppressante. Je n'ai pas osé me retourner, mais je savais qu'il y avait quelque chose dans l'air. Ce n'était pas juste la peur, c'était autre chose. Quelque chose de plus sombre. La route était vide, mais je sentais chaque virage, chaque éclairage comme un écho d'une situation que je n'avais pas encore complètement laissée derrière moi. Quand je suis rentré chez moi, j'ai essayé de me convaincre que tout était derrière moi, que cette rencontre étrange ne serait plus qu'un mauvais souvenir. Mais la réalité, elle, avait une manière bien plus cruelle de se manifester. À peine avais-je franchi la porte de ma maison que quelque chose m'a frappé. L'air était lourd, étrangement froid, comme si l'ombre de ce moment effrayant m'avait suivi. Je suis allé directement dans ma chambre, dans l'espoir de trouver un peu de réconfort, mais en franchissant le seuil,
Un frisson glacial a traversé mon corps. Mon regard s'est immédiatement porté sur mon lit. J'ai vu quelque chose qui m'a fait me figer sur place. La couverture était légèrement déplacée, comme si quelqu'un s'y était allongé après moi. Mais ce n'était pas cela qui m'effrayait le plus. Ce qui me glaça le sang, c'était le fait que, juste au bord de l'oreiller, il y avait un petit détail qui ne devrait pas y être, un autre objet posé là, parfaitement visible. C'était une autre photo. Une photo prise pendant que je dormais, tout comme celle dans la voiture. Mais celle-ci était différente. L'homme de la route, ce mystérieux voyageur, n'était pas dans celle-ci. Mais il y avait quelque chose d'encore plus terrifiant. L'image capturait un moment où je dormais profondément, et en arrière-plan, on pouvait apercevoir une silhouette floue se dessiner dans l'obscurité, une ombre indistincte. Et dans l'angle supérieur, presque caché, il y avait une note écrite en petits caractères. « Tu ne peux pas fuir ce qui te regarde. » Mon cœur s'est arrêté. C'était impossible, ça ne pouvait pas être réel. Et pourtant, cette sensation de malaise, cette présence invisible, était devenue palpable. C'était comme si tout ce qui s'était passé, toute cette nuit étrange, n'était que le début d'une autre histoire, une histoire que je ne pouvais pas contrôler. Une histoire qui avait commencé bien avant cette rencontre sur la route, et qui, maintenant, semblait prête à dévorer ma réalité. J'ai regardé autour de moi, me demandant où il pouvait être, ce regard invisible qui m'avait poursuivi jusque dans ma propre maison. Mais il n'y avait personne. Juste le silence. Le même silence lourd que j'avais ressenti dans la voiture. Et cette photo, j'ai essayé de la jeter, de la brûler, mais quelque chose m'a retenu. Une peur irrationnelle, mais tellement réelle. Si je faisais ça, qu'adviendrait-il? Qui ou quoi était derrière tout cela? Je savais une chose, cette histoire n'était pas terminée. Elle venait à peine de commencer. Je n'ai jamais répondu aux appels provenant de numéros inconnus. C'était une règle simple que je m'étais imposée depuis des années. Si je ne reconnaissais pas le numéro, je laissais sonner. Mais cette fois, quelque chose était différent. Le téléphone vibrait sur la table, affichant un numéro sans nom, et une étrange curiosité m'a poussé à décrocher. « Allô » ai-je dit, hésitant. Une voix calme, presque douce, a répondu. Elle prononçait mon prénom avec une familiarité troublante. « Bonjour, je sais que vous n'aimez pas répondre à des numéros inconnus, mais je voulais vous parler. » Ma première pensée fut que c'était un vendeur ou peut-être un mauvais plaisantin. J'étais sur le point de raccrocher quand la voix a continué, d'un ton neutre mais glacial. « Vous êtes rentré chez vous hier soir à 19h34. Vous portiez une chemise noire et un jean bleu. Ce matin, vous avez bu un café à 8h16, avant de sortir pour votre jogging à 8h42. » Mon sang s'est glacé. Chaque détail était exact. Comment cette personne pouvait-elle savoir cela? Je n'ai parlé à personne de ma routine, et pourtant, elle la décrivait comme si elle avait été là. La voix a fait une pause, puis a ajouté. « Vous aimez bien ouvrir votre fenêtre en fin d'après-midi, n'est-ce pas? » À ce moment-là, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder autour de moi, à travers les rideaux fermés de mon salon. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. J'ai balbutié quelque chose, demandant qui était au bout du fil, mais la réponse a été encore plus dérangeante. Cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que je vous connais. Puis la ligne a coupé, me laissant seul avec un silence pesant et une peur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Quelques jours après cet appel, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange près de chez moi. Une camionnette blanche était garée dans la rue, juste à côté de mon immeuble. Je ne l'avais jamais vue auparavant, mais je n'y ai pas prêté attention immédiatement. Après tout, les véhicules viennent et repartent dans le quartier, et cela semblait être une simple coïncidence. Cependant, le lendemain, la camionnette était encore là, garée au même endroit, avec ses vitres arrière complètement teintées. Je passais devant en rentrant chez moi, et un frisson me parcourut lorsque je sentis une présence à l'intérieur. J'ai ralenti, essayant de jeter un coup d'œil, mais les vitres étaient si sombres que je ne pouvais rien distinguer. Les jours suivants, la camionnette continuait d'apparaître. Elle changeait parfois de place, mais jamais de rue. Parfois, je la voyais stationnée plus loin, près du parc où je courais chaque matin. Elle était là quand je partais au travail, là quand je revenais. Plus je l'observais, plus elle semblait anormalement statique, comme si quelqu'un à l'intérieur attendait quelque chose. Une nuit, alors que je fermais les volets, j'ai remarqué que la camionnette était de nouveau garée en face. Cette fois, les phares étaient éteints, mais le moteur semblait tourner faiblement, presque imperceptiblement. Une panique sourde s'est emparée de moi. Qui était là-dedans? Était-ce lié à cet appel terrifiant que j'avais reçu? Je me suis dit que j'étais peut-être paranoïaque, que ce n'était qu'une coïncidence. Mais une petite voix en moi refusait d'accepter cette explication.
Cette camionnette n'avait rien à faire là, et pourtant, elle semblait me suivre partout. Un matin, alors que je récupérais un colis livré à ma porte, j'ai croisé le livreur habituel. C'était un homme souriant, un peu plus âgé que moi, toujours poli et cordial. Je ne m'étais jamais attardé sur lui auparavant, mais ce jour-là, quelque chose m'a frappé. Il semblait m'observer d'une manière étrange, presque comme s'il essayait de lire dans mes pensées. En retournant à l'intérieur, j'ai ressenti une angoisse inexplicable. Je n'arrêtais pas de penser à cet homme. Je me souvenais de l'avoir vu souvent ces derniers mois, parfois plus que nécessaire. Pourquoi passait-il autant de fois chez moi alors que je ne commandais pas tant de choses que ça? Les jours suivants, je l'ai remarqué davantage. Il livrait non seulement chez moi, mais semblait traîner dans les environs, parlant brièvement à des voisins ou se tenant près de sa camionnette un peu trop longtemps. Une fois, en ouvrant ma porte, je l'ai surpris à regarder fixement vers ma fenêtre, mais il a immédiatement baissé les yeux et m'a salué avec son sourire habituel. Puis, la voix de l'appel anonyme m'est revenue en tête. Cette voix, elle avait quelque chose de familier, une intonation qui ressemblait étrangement à celle du livreur. Était-ce possible? Mon esprit cherchait désespérément une explication rationnelle, mais tout semblait pointer vers lui. J'ai décidé de tester quelque chose. Lors de sa prochaine livraison, je l'ai questionné innocemment sur ses tournées, sur la fréquence de ses passages dans mon quartier. Il m'a répondu avec un calme parfait, mais j'ai noté une légère hésitation, un regard fuyant qui ne m'a pas échappé. Ce soir-là, en regardant par la fenêtre, j'ai vu la camionnette blanche garée à nouveau en bas. Le doute n'était plus permis, ce n'était pas une coïncidence. Mon livreur n'était pas juste un employé dévoué. Il était là, à mes pieds, à attendre. Mais quoi? Et surtout, pourquoi? La tension était insoutenable. Après une nouvelle journée à observer la camionnette stationnée au même endroit, j'ai finalement décidé d'appeler la police. Je leur ai expliqué tout. Les appels, les détails troublants sur ma vie, et cette camionnette qui semblait me suivre. Heureusement, ils ont pris ma plainte au sérieux et ont promis d'envoyer une patrouille pour inspecter les lieux. Quelques heures plus tard, alors que j'attendais nerveusement chez moi, j'ai vu 2 voitures de police arriver dans la rue. Des agents se sont approchés de la camionnette avec précaution. À travers mes rideaux, je pouvais les voir frapper à la fenêtre du conducteur, mais personne ne répondait. Finalement, ils ont forcé la portière et ont commencé à inspecter l'intérieur. Le temps semblait s'arrêter pendant que j'observais la scène. Puis, l'un des agents a fait signe à son collègue, l'air grave. Quelques minutes plus tard, ils ont ressorti plusieurs objets de la camionnette. Des chaînes, des menottes, des rouleaux de ruban adhésif et une cage métallique. Mon estomac s'est noué à cette vue. Cette cage ressemblait à une cellule improvisée, conçue pour retenir quelqu'un. Les policiers ont ensuite interrogé les voisins et fouillé les environs. À ma grande surprise, ou plutôt à mon effroi, le conducteur de la camionnette n'était autre que mon livreur habituel. Il avait été arrêté non loin, apparemment en train de m'observer à distance. Lorsqu'ils l'ont emmené menotter, je l'ai vu lever les yeux vers ma fenêtre. Son sourire habituel avait disparu, remplacé par un regard vide, presque froid. Une sueur glacée a coulé le long de mon dos. Ce n'était plus seulement une question de harcèlement, cet homme avait planifié quelque chose de bien pire. Et j'avais failli en être la victime. Après l'arrestation, j'ai cru que tout était fini, que je pourrais enfin retrouver une vie normale. Mais les nuits suivantes, le sommeil me fuyait. Chaque petit bruit dans la maison me faisait sursauter. Je ne pouvais m'empêcher de repenser à ce que les policiers avaient trouvé dans la camionnette. Cette cage, ces chaînes. Ils avaient été là, prêts pour moi. Les enquêteurs m'ont informé que le livreur m'observait depuis des mois, prenant des notes sur ma routine, sur mes habitudes. Il avait même des photos de moi prises à travers mes fenêtres, à mon insu. L'idée qu'il avait été si proche, si invisible dans ma vie, me donnait des frissons. Mais ce qui me hantait le plus, c'était cette voix au téléphone. Les policiers n'ont jamais trouvé de preuve liant l'homme à ses appels. Quand ils l'ont interrogé, il a nié toute implication, déclarant qu'il ne savait rien de ces conversations. Pourtant, au fond de moi, je savais que c'était lui. Quelques semaines plus tard, alors que je commençais à reprendre une certaine routine, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu s'est affiché. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. Hésitant, je n'ai pas décroché. La sonnerie s'est arrêtée, et un message vocal a été laissé. En tremblant, j'ai écouté le message. Il n'y avait que du silence, puis, à la toute fin, une respiration lente, suivie d'un murmure à peine audible. « Je vous connais toujours. » J'ai immédiatement contacté la police, mais ils n'ont rien pu faire. L'homme était toujours en garde à vue, et selon eux, il était impossible qu'il ait passé cet appel. Pourtant, cette voix était la même. Depuis, je vis dans une peur constante. Je ne réponds plus jamais à un numéro inconnu.
Mais parfois, au milieu de la nuit, il me semble entendre une respiration au bout du fil, et je me demande si ce cauchemar est vraiment terminé. Ma grand-mère a toujours été une femme forte, une force de la nature qui semblait capable de surmonter toutes les épreuves. Mais au fil des années, son corps a commencé à lui faire défaut. À 88 ans, elle ne pouvait plus marcher sans assistance, et sa mémoire devenait de plus en plus capricieuse. Nous avons fait tout notre possible pour la soutenir, mais entre le travail et les responsabilités quotidiennes, ma famille et moi avons dû reconnaître nos limites. Après de longues discussions, nous avons décidé d'engager un aide à domicile. Un homme nous a été recommandé par des connaissances de confiance. Il s'appelait Marc, et dès le premier contact, il semblait parfait pour le rôle. Il était poli, chaleureux, et avait un sourire rassurant qui semblait apaiser ma grand-mère dès leur première rencontre. Les premiers jours, tout se passait bien. Marc était ponctuel, attentif et prenait soin d'elle avec une patience admirable. Il lui lisait ses livres préférés, lui préparait ses repas et veillait à ce qu'elle prenne ses médicaments à l'heure. Il semblait sincèrement dévoué à son travail. Pourtant, quelque chose en moi restait méfiant, une intuition que je ne parvenais pas à expliquer. Peut-être était-ce le fait qu'il semblait toujours un peu trop parfait, ou qu'il évitait de parler de sa vie personnelle lorsque je lui posais des questions. Mais je me suis dit que j'étais peut-être simplement trop stressé par la situation. Après tout, nous avions enfin trouvé quelqu'un pour s'occuper de ma grand-mère. Je n'avais aucune idée, à ce moment-là, que cette décision allait plonger ma famille dans l'une des expériences les plus troublantes de nos vies. Au début, tout semblait normal. Marc continuait de s'occuper de ma grand-mère avec attention, et elle semblait apprécier sa compagnie. Pourtant, au bout de quelques semaines, des choses étranges ont commencé à se produire. D'abord, il y avait cette odeur. Une odeur désagréable, comme quelque chose de pourri ou de chimique, qui flottait parfois dans la maison sans raison apparente. Nous avons cherché partout, sous les meubles, dans les placards, même dans les conduits d'aération, mais nous n'avons rien trouvé. Marc disait qu'il ne remarquait rien, mais ma grand-mère s'en plaignait souvent. Ensuite, il y avait la nourriture. Ma grand-mère, d'habitude peu difficile, commençait à refuser certains plats en disant qu'ils avaient un goût étrange, amer. Elle pensait que cela venait de ses papilles vieillissantes ou d'une erreur dans la cuisson. Marc disait que tout était normal, qu'il suivait toujours les recettes habituelles. Pourtant, j'ai goûté un de ces plats un soir, et il y avait effectivement quelque chose d'étrange, un arrière-goût métallique que je n'arrivais pas à identifier. Mais le plus troublant était le comportement de ma grand-mère. Elle commençait à se plaindre de cauchemars récurrents. Elle disait qu'elle voyait des ombres dans sa chambre la nuit, des silhouettes qui se tenaient près de son lit. Elle semblait de plus en plus anxieuse, même en présence de Marc. Quand je lui demandais ce qui n'allait pas, elle hésitait, comme si elle avait peur de me répondre. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment m'inquiéter. Quelque chose clochait, mais je ne savais pas encore quoi. L'idée d'installer des caméras m'est venue presque naturellement. Ce n'était pas pour accuser Marc, mais pour comprendre ce qui se passait. Je voulais simplement protéger ma grand-mère et m'assurer qu'elle était en sécurité. Je n'étais pas prêt pour ce que j'allais découvrir. Je ne pouvais plus ignorer la sensation grandissante d'inquiétude qui m'envahissait chaque jour. Les choses devenaient de plus en plus étranges, et l'idée de ne rien faire, d'attendre que la situation se résolve d'elle-même, ne me semblait plus raisonnable. J'étais déterminé à découvrir la vérité, même si cela signifiait devoir remettre en question ma confiance en Marc, qui semblait jusqu'alors être la personne idéale. C'est alors que j'ai eu l'idée d'installer des caméras cachées. Ce n'était pas une décision facile à prendre, mais je savais que c'était la seule manière de savoir ce qui se passait vraiment. J'ai mis en place une caméra dans le salon, où Marc passait beaucoup de temps avec ma grand-mère, et une autre dans sa chambre, pointée directement vers son lit. J'ai aussi installé un enregistreur discret près de la porte de sa chambre pour capter les sons, au cas où. Pendant plusieurs jours, je n'ai rien vu d'inquiétant dans les enregistrements. Marc était toujours aussi calme, toujours aussi attentif. Mais à partir de la 4e nuit, tout a changé. À environ 3 heures du matin, je suis allé revoir les vidéos. C'était alors que j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Marc était debout dans la chambre de ma grand-mère, près de son lit. Il se tenait là, immobile, avec un regard fixe et presque absent. Il murmurait des mots inaudibles, tout en bougeant légèrement ses lèvres. Puis, il s'est penché un peu plus près du lit, comme s'il était en train de lui parler, mais ma grand-mère, à cette heure-là, semblait profondément endormie. La pièce était baignée dans une lumière faible, et l'ombre de Marc dansait contre le mur. Mais ce qui m'a vraiment glacé, c'était ce qu'il tenait dans ses mains, une grande lame brillante. Il la regardait fixement, comme s'il réfléchissait. Je pouvais voir ses doigts serrer la poignée de manière presque désespérée, son visage crispé par une expression que je ne saurais décrire.
C'était comme s'il hésitait, comme s'il se demandait s'il devait l'utiliser ou non. C'était la première fois que je voyais un tel comportement de sa part, et je ne pouvais plus fermer les yeux. Ce que j'avais vu me hantait, mais je devais en savoir plus. La nuit suivante, je n'ai pas pu fermer l'œil. J'étais trop perturbé par ce que j'avais vu sur les vidéos, mais quelque chose en moi me poussait à rester éveillé, à observer, à attendre. Je savais que je ne pouvais pas laisser ma grand-mère seule avec cet homme, surtout après ce que j'avais découvert. Alors, j'ai pris mon téléphone et j'ai connecté les caméras en temps réel. J'ai installé l'application de surveillance sur mon portable et je l'ai tenu à portée de main, prêt à réagir au moindre mouvement. La maison était calme, trop calme. Ma grand-mère semblait paisible dans son lit, mais cette tranquillité me mettait encore plus mal à l'aise. À 3 heures du matin, comme la veille, la scène a commencé à se dérouler. J'ai vu Marc entrer dans la chambre, tout comme la nuit précédente. Mais cette fois, il ne s'est pas arrêté. Il s'est approché lentement du lit de ma grand-mère, presque comme s'il était hypnotisé par une force invisible. Ma grand-mère ne bougeait pas. Elle dormait profondément, ou du moins, c'était ce que je pensais. Marc s'est penché sur elle, murmure après murmure, des mots que je ne pouvais pas comprendre, mais qui semblaient avoir une cadence presque rituelle. Et là, il a sorti la lame de sous sa chemise, comme s'il l'avait préparée à l'avance. Je pouvais sentir mon cœur battre à tout rompre alors que je voyais ce qui se passait. Marc tenait la lame dans une main, tandis qu'il touchait doucement le visage de ma grand-mère de l'autre. Il la caressait, mais d'une manière étrange, presque fébrile. Il ne semblait pas être là de manière rationnelle, comme si quelque chose l'avait pris, une sorte de folie. Je voulais crier, je voulais courir, mais mes jambes étaient comme figées. Le regard de Marc ne quittait pas la lame, et je voyais une sorte de confusion sur son visage, comme s'il était en proie à une lutte intérieure. J'ai compris alors qu'il n'agissait pas uniquement par malveillance, mais qu'il semblait réellement perdu dans une sorte de tourment mental. Il ne savait plus ce qu'il faisait. Il a hésité un moment, levant la main avec le couteau, et à cet instant précis, ma grand-mère a bougé légèrement. Peut-être un frisson, peut-être un mouvement involontaire. Cela a été suffisant pour faire sortir Marc de sa transe. Il a reculé précipitamment, comme s'il venait de se réveiller d'un cauchemar. Il a jeté la lame sur le sol et s'est précipité hors de la chambre. J'ai immédiatement quitté la pièce et je me suis précipité chez ma grand-mère, le cœur battant à tout rompre. Elle était toujours endormie, sans aucune idée de ce qui venait de se passer. Mais moi, je savais que je n'étais plus en sécurité. C'était maintenant une certitude, Marc n'était pas là par hasard. Quelque chose de bien plus sombre était en train de se passer, et il était trop tard pour revenir en arrière. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Après ce que j'avais vu, je ne pouvais plus fermer les yeux, ne pouvais plus ignorer la peur qui me rongeait. Je devais agir. Il n'était plus question de faire confiance à Marc, de lui laisser seule ma grand-mère. Je savais que j'avais été témoin de quelque chose de bien plus sinistre qu'un simple comportement étrange. Ce n'était pas un accident, ni un simple tourment. Ce qu'il faisait, c'était prémédité. Je n'avais pas le choix. Le matin suivant, j'ai appelé la police. Je leur ai expliqué ce que j'avais vu, les vidéos, les murmures, l'alarme, mais je savais que ce serait difficile de convaincre qui que ce soit sans preuve concrète. Heureusement, j'avais enregistré tout ce qui s'était passé. Les autorités sont arrivées rapidement, et ils ont fouillé la maison de fond en comble. Ils ont trouvé des indices troublants, des objets cachés que Marc avait laissés derrière lui, des médicaments prescrits pour des troubles mentaux, des carnets avec des symboles bizarres, et même une série de lettres qu'il avait écrites, où il semblait parler à une entité qu'il appelait le guide. Quand Marc a été retrouvé, il était comme un fantôme, complètement perdu, incapable d'expliquer son comportement. Lors de son interrogatoire, il a admis avoir agi sous l'influence de quelque chose qu'il ne comprenait pas, une voix qu'il disait entendre, une voix qui lui disait quoi faire. Mais ce qu'il avait révélé était encore plus effrayant. Il avait pris ce travail non seulement pour l'argent, mais aussi parce qu'il croyait qu'il avait une mission à accomplir, que ma grand-mère était la clé pour quelque chose de bien plus grand, quelque chose qu'il n'osait pas décrire. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon. Marc a été placé sous observation psychiatrique, mais je savais que quelque chose d'invisible, de malfaisant, l'avait possédé. Et bien que la police ait pris le relais, l'angoisse persistait. Je n'ai jamais su ce que Marc avait réellement vu ou ce qui l'avait poussé à agir ainsi. Mais une chose était certaine, la maison était différente. Les murs semblaient maintenant plus lourds, comme s'ils portaient le poids d'une vérité que personne ne voulait affronter. J'ai demandé à ma grand-mère si elle se souvenait de quelque chose, mais elle m'a simplement regardé, une lueur de peur dans ses yeux, et m'a dit d'une voix tremblante, « Il voulait me protéger, mais je ne sais pas de quoi. » Depuis ce jour, rien n'a été pareil.
Les ombres dans la maison semblent plus profondes, et parfois, la nuit, je jurais entendre des murmures. Ce soir-là, je rentrais chez moi après une longue journée de travail. C'était l'une de ces journées interminables où chaque minute semblait peser une tonne. Mon dos me faisait mal, mes épaules étaient tendues, et tout ce que je désirais, c'était une douche chaude et mon lit. La ville était déjà plongée dans l'obscurité, les réverbères projetant leur lumière vacillante sur les trottoirs déserts. Je montais les 3 étages de mon immeuble en traînant les pieds, mes clés en main, prêt à ouvrir la porte. Mon appartement était mon refuge, mon sanctuaire, et rien ne m'apportait plus de soulagement que de sentir cet espace m'accueillir après une journée comme celle-ci. En tournant la clé dans la serrure, j'entendis ce léger clic familier qui me rassurait à chaque fois. J'ouvris la porte, et un silence pesant m'accueillit. Rien d'anormal. Tout semblait à sa place. J'accrochai ma veste au porte-manteau et déposai mon sac sur le sol. Une odeur légère de bois et de café froid flottait dans l'air, exactement comme je l'avais laissé ce matin. Pourtant, quelque chose était différent, mais je ne savais pas encore quoi. Une sorte de tension invisible me serrait la poitrine, comme un pressentiment. Je passai dans le salon, allumai une lampe, puis me dirigeai vers la cuisine. Alors que je posais ma main sur l'interrupteur, j'eus l'impression étrange que l'air autour de moi était plus lourd, plus dense. Une lumière que je me souvenais avoir éteinte ce matin brillait faiblement sous la porte de la cuisine. Je secouai la tête, tentant de me convaincre que je l'avais simplement oublié. Après tout, la fatigue pouvait facilement me jouer des tours. Je pris une grande inspiration et poussai doucement la porte. Je poussai la porte de la cuisine, et c'est à ce moment-là que mon cœur hâta un battement. Assis à la table, un homme que je n'avais jamais vu avant mangeait tranquillement un bol de céréales, comme s'il était chez lui. Il était en train de mâcher, la tête légèrement baissée, mais ses yeux, eux, étaient fixés sur moi. Il semblait aussi surpris que moi, mais ce qui me glaça le sang, c'était qu'il ne montra aucun signe de panique ou de gêne. Il était banal, presque trop. Des cheveux courts et désordonnés, un pull gris un peu usé, et des mains qui tenaient la cuillère avec une lenteur délibérée. Il avala sa bouchée, posa la cuillère dans le bol, et me regarda droit dans les yeux. Je restai figé, incapable de bouger, incapable de parler. Mes jambes semblaient s'être ancrées dans le sol, mon esprit refusant d'accepter ce que je voyais. L'idée qu'un inconnu puisse être là, dans ma cuisine, au milieu de la nuit, faisait tambouriner mon cœur dans ma poitrine. Il pencha légèrement la tête, comme pour m'examiner, et un sourire presque imperceptible apparut sur ses lèvres. Ce sourire, il n'était ni chaleureux ni amical. C'était un sourire qui vibrait d'une étrange familiarité, comme s'il me connaissait depuis toujours. Alors que j'ouvrais enfin la bouche pour crier, il leva lentement une main et, dans un geste délibéré, me montra un objet. Un petit trousseau de clés, dont le porte-clés en cuir était usé par le temps. Je le reconnus immédiatement. C'était mon vieux porte-clés, celui que j'avais perdu il y a des mois. « J'ai pensé que tu serais contente de le revoir, » dit-il d'une voix calme, presque douce. Mon souffle se coupa. Ce porte-clés? Je l'avais cherché partout, retourné mon appartement de fond en comble, convaincu qu'il était simplement tombé entre les coussins du canapé ou glissé sous un meuble. Comment pouvait-il l'avoir? Je levai les yeux vers lui, ma gorge nouée par un mélange de peur et d'incrédulité. Il fit tourner le porte-clés entre ses doigts, presque distraitement, comme s'il jouait avec un jouet. « Tu sais, » dit-il après un moment, « je n'ai pas eu trop de mal à entrer. » Son ton était détendu, comme s'il parlait à un vieil ami. Il posa le trousseau de clés sur la table et se pencha légèrement en avant, ses coudes appuyés sur le bois. « J'ai dormi sur ton canapé, 1 ou 2 fois. Enfin, peut-être un peu plus. » Je sentis ma vision se troubler, comme si la pièce autour de moi se refermait. Les mots qu'il venait de prononcer résonnaient dans ma tête, amplifiés par le silence oppressant de la nuit. Il avait été là, dans mon appartement, pendant que je dormais, complètement inconsciente de sa présence. « Tu as un canapé confortable, au fait, » ajouta-t-il avec un sourire qui dévoila brièvement ses dents. Je fis un pas en arrière, ma main cherchant à tâtons mon téléphone dans ma poche. Mais avant que je ne puisse l'attraper, son sourire s'effaça, et son regard se durcit. « Je ne ferais pas ça, si j'étais toi, » murmura-t-il. Mon cœur s'emballa. Comment pouvait-il savoir ce que je m'apprêtais à faire? Mes doigts tremblaient, mes jambes semblaient prêtes à céder sous mon propre poids. Il ne bougeait pas, mais sa simple présence, si calme et si intrusive, était une menace en soi. Je restai pétrifié, mon esprit luttant pour décider entre fuir ou crier, mais mon corps refusait de coopérer. Il se redressa lentement, poussant la chaise en arrière avec un grincement qui fit courir un frisson le long de ma colonne vertébrale. « Tu sais, » continua-t-il en brisant le silence,
c'est fascinant de voir à quel point les gens se sentent en sécurité chez eux. Comme si 4 murs et une serrure pouvaient les protéger de quoi que ce soit. Il fit quelques pas vers moi, ses mouvements mesurés, presque nonchalants. Je reculai instinctivement, mon dos heurtant le mur froid derrière moi. « Je te connais mieux que tu ne le crois », murmura-t-il en s'arrêtant à quelques mètres. « Je sais quand tu pars travailler, quand tu rentres, ce que tu regardes à la télé. Je connais même ton plat préféré. » Ces paroles s'enfonçaient en moi comme des aiguilles, chaque mot ajoutant une couche à mon angoisse grandissante. Il pencha la tête, un sourire tordu étirant ses lèvres. « Tu es tellement prévisible. C'est pour ça que c'était si facile. » Je sentis une montée d'adrénaline. Mon instinct me criait de fuir, de sortir de là, mais il semblait anticiper chacun de mes mouvements. Comme pour confirmer cette pensée, il pointa du doigt mon sac, toujours posé près de la porte d'entrée. « Tu veux aller chercher ton téléphone? Vas-y. Mais tu n'auras pas le temps. » Sa voix était calme, mais elle portait une menace implicite, une certitude glaçante qui m'immobilisait. Il se tourna alors légèrement vers la table, où il avait laissé le porte-clés, et fit courir ses doigts dessus, comme pour rappeler qu'il avait eu accès à ma vie tout ce temps. « Ce n'est pas une question de ce que je vais faire, » dit-il soudain, comme s'il répondait à une pensée que je n'avais pas exprimée à haute voix. « C'est une question de quand je déciderai de le faire. » Il recula lentement, toujours face à moi, son regard verrouillé sur le mien, et se rassit à la table. « Mais pas ce soir, » ajouta-t-il, en attrapant à nouveau sa cuillère. « Ce soir, je vais juste finir mon bol de céréales. » Il reprit sa cuillère et continua à manger, comme si rien de tout cela n'était anormal. Moi, je restais figé, le dos contre le mur, les pensées embrouillées par la peur. Une partie de moi voulait hurler, l'autre refusait de bouger, terrifié à l'idée de ce qu'il pourrait faire si je tentais quoi que ce soit. Puis, lentement, un plan se forma dans mon esprit. Si je pouvais atteindre la porte, même en courant le risque qu'il me suive, je pourrais sortir, appeler à l'aide, me mettre en sécurité. Mais chaque mouvement semblait hérisser l'air autour de nous, comme s'il pouvait sentir mes intentions avant que je ne les mette en action. Quand il baissa les yeux vers son bol pour une fraction de seconde, j'attrapai l'occasion. Rassemblant tout mon courage, je me précipitai vers la porte. Mon cœur battait si fort que je l'entendais résonner dans mes oreilles. J'attrapai mon sac d'un geste maladroit et ouvris la porte avec une force presque désespérée. « Cours, alors » lança-t-il derrière moi, sa voix moqueuse mais dénuée d'agressivité. Je dévalai les escaliers sans même oser regarder en arrière. Chaque pas semblait me rapprocher un peu plus de la lumière de la rue, de la sécurité, mais je ne pouvais m'empêcher d'imaginer son ombre surgissant derrière moi. Une fois dehors, je m'effondrai sur le trottoir, tremblante, les mains fouillant mon sac pour trouver mon téléphone. J'appelai la police, incapable d'articuler autre chose qu'un cri paniqué et quelques mots désordonnés. « Quelqu'un est chez moi, il était là, il savait tout. » Oh! Les minutes qui suivirent furent floues. Les agents arrivèrent rapidement, m'aidèrent à me relever et me ramenèrent à mon appartement. Je refusais d'entrer, terrifié à l'idée qu'ils soient encore là. Mais lorsqu'ils fouillèrent chaque pièce, ils ne trouvaient rien. Pas de bol de céréales, pas de clé sur la table, pas de trace d'un intrus. Tout semblait intact, comme si personne n'avait jamais été là. Mais un détail glaçant attira mon attention. Le coussin sur le canapé était légèrement enfoncé, comme si quelqu'un s'y était assis récemment. L'un des agents posa une main rassurante sur mon épaule, mais je ne pouvais pas détacher mes yeux de ce coussin. Et c'est alors que je vis un petit bout de papier plié sur la table, que je savais n'avoir jamais laissé là. Je m'avançai avec hésitation, mes mains tremblant en le dépliant. Une phrase, écrite à la main, me fit perdre tout souffle. « À bientôt. » Je travaille souvent tard, presque tous les soirs, et pour éviter de sortir dans le noir, j'ai pris l'habitude de commander à manger. C'est pratique, rapide, et ça me donne l'impression de garder un semblant de contrôle sur ma routine, même si elle est chaotique. Je vis seul, dans un petit appartement au 4e étage, dans un quartier calme mais un peu isolé. Les rues, une fois la nuit tombée, deviennent presque silencieuses, seulement éclairées par quelques lampadaires vacillants. Au début, tout semblait normal. Les livreurs passaient, déposaient ma commande, et repartaient sans que je leur prête vraiment attention. Mais un soir, il y a de cela environ 3 semaines, quelque chose a changé. C'était un vendredi. Le livreur, un homme d'une quarantaine d'années, est arrivé avec ma commande, mais ce n'était pas ce que j'avais demandé. Je me suis dit que c'était une simple erreur, ça arrive. Il a souri et m'a dit « Ah, désolé pour ça. Vous commandez souvent ici? Non? Vous vivez seul ?» Sur le moment, je n'y ai pas prêté attention, mais cette question m'a laissé une drôle d'impression. Les jours suivants, c'était toujours le même homme. Et à chaque livraison,
Il faisait une remarque, quelque chose qui me mettait mal à l'aise. Vous travaillez tard? Ah. Toujours les lumières allumées dans le salon. Ou encore, vous avez un chat? J'ai vu une petite ombre passer derrière la fenêtre. Comment savait-il que je laissais la lumière du salon allumée? Et pourquoi regardait-il ma fenêtre? Puis, il y a eu cette fois où il m'a demandé, « Vous n'avez pas peur de vivre seul ici? Ce quartier est tellement vide la nuit. » Il riait en disant ça, mais son sourire ne m'a pas rassuré. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à ressentir une gêne, un poids invisible qui s'installait chaque fois que je passais commande. Quelques jours après ces échanges étranges, j'ai décidé d'arrêter de commander dans ce restaurant. Je me disais que c'était la solution la plus simple pour éviter de croiser cet homme à nouveau. J'ai choisi un autre établissement, un peu plus loin, même si les frais de livraison étaient plus élevés. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis senti soulagé. Plus d'inquiétude, plus de questions intrusives. Pendant plusieurs jours, tout s'est bien passé. Les livreurs étaient différents, polis mais discrets, et je ne pensais plus à ce type qui, malgré tout, avait commencé à envahir mon esprit. Mais ce répit n'a pas duré. Un soir, environ une semaine après avoir changé de restaurant, quelqu'un a frappé à ma porte. Pas une sonnerie de l'interphone, non, mais bien des coups directement sur ma porte d'entrée, au 4e étage. C'était étrange, car je n'attendais personne, et mes nouvelles commandes étaient toujours laissées à la porte avec un simple message de confirmation. Quand j'ai ouvert, c'était lui. Ce même homme, avec ce même sourire qui me mettait mal à l'aise. Ça faisait longtemps, a-t-il dit, comme si nous étions des amis de longue date. Il tenait une boîte de nourriture à la main, mais ce n'était pas ce que j'avais commandé. En fait, je n'avais rien commandé du tout ce soir-là. J'ai essayé de rester calme, mais je pouvais sentir mon cœur battre plus vite. Je crois qu'il y a erreur. Je n'ai rien commandé, lui ai-je dit en gardant la porte entr'ouverte. Il a ri doucement, comme si ma réponse l'amusait. Oh, je sais, mais je passais dans le coin et je me suis dit que ça te ferait plaisir. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de l'arrêter. Écoutez, je ne sais pas ce que vous voulez, mais ne venez plus ici. Son sourire s'est effacé, et pendant une fraction de seconde, son regard est devenu glacial. Très bien, a-t-il dit avant de tourner les talons et de disparaître dans le couloir. Je suis resté là, immobile, avec une boule au ventre. Qui était cet homme, et pourquoi semblait-il si obsédé par moi? Après cet incident, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à lui. Chaque bruit dans le couloir, chaque ombre sous ma porte me faisait sursauter. Je me sentais épié, vulnérable. Pour me rassurer, j'ai décidé de contacter le restaurant où je commandais auparavant, celui où il travaillait. Peut-être qu'il pourrait me donner des informations sur lui, au moins, ou confirmer qu'il n'était plus en service. J'ai appelé un matin, en espérant parler directement au gérant. La conversation a été courte, mais ce qu'il m'a dit m'a glacé le sang. Désolé, monsieur, mais personne correspondant à cette description n'a jamais travaillé ici. Ces mots résonnaient dans ma tête. Comment était-ce possible? Cet homme avait pourtant porté un uniforme avec le logo du restaurant, il avait transporté des commandes dans leur sac à emporter. Était-ce une erreur? Ou pire, avait-il délibérément usurpé l'identité d'un employé? À partir de ce moment-là, tout a pris une tournure encore plus inquiétante. Le soir même, en rentrant du travail, j'ai trouvé un bout de papier glissé sous ma porte. C'était un petit billet, écrit à la main, avec une phrase simple. « J'aime la façon dont tu éteins toutes les lumières à 23 heures. » Je me suis figé. Ce détail, cette habitude anodine, n'était connu que de moi. C'était comme une preuve qu'il m'observait. Mais comment? Mon appartement est au 4e étage. Mes fenêtres donnent sur une ruelle où personne ne passe, et mes rideaux sont toujours tirés. Pourtant, il savait. Les jours suivants, les billets se sont multipliés. Chaque matin, je trouvais un nouveau message sous ma porte, toujours plus précis, toujours plus personnel. Tu as bien fait de changer de restaurant, mais tu ne peux pas m'échapper. Ou encore, je t'ai vu hier avec cette chemise bleue. Elle te va bien. Je me sentais pris au piège. Chaque détail qu'il mentionnait me donnait l'impression qu'il était encore plus proche de moi, qu'il connaissait mes moindres mouvements. Et le pire, c'est que je n'avais aucune idée de qui il était réellement ni de ce qu'il voulait. Les billets étaient devenus une routine macabre. Chaque matin, en ouvrant ma porte, je trouvais une nouvelle feuille pliée, glissée sous le seuil pendant la nuit. Certains contenaient des phrases courtes, presque banales, mais terrifiantes par leur précision. Tu fais souvent des cauchemars, n'est-ce pas? Oh, j'aime le reflet de ta lampe de chevet à travers les rideaux. D'autres étaient plus explicites, presque menaçants. Ce serait dommage que quelqu'un entre pendant que tu dors. Les nuits étaient devenues un calvaire. Je passais des heures à vérifier que toutes les fenêtres et les portes étaient bien verrouillées.
J'avais même installé une chaîne de sécurité supplémentaire et empilé des meubles contre la porte d'entrée. Malgré cela, je ne me sentais jamais en sécurité. Un soir, alors que je tentais de me distraire en regardant un film, j'ai entendu un bruit distinct venant de l'entrée. C'était comme si quelqu'un grattait doucement le bois de ma porte. Mon cœur s'est arrêté. J'ai éteint la télévision et tendu l'oreille. Le grattement s'est arrêté, remplacé par un silence angoissant. Je me suis levé à pas feutrés, prenant soin de ne pas faire de bruit, et j'ai regardé par le Judas. Personne. La cage d'escalier était vide, baignée dans une lumière blafarde. Mais je savais qu'il était là. Je pouvais le sentir. Ce n'est que le lendemain matin que j'ai découvert ce qu'il avait laissé derrière lui. Un nouveau billet, mais cette fois, accompagné d'un objet. Un des couteaux de ma cuisine, celui que j'utilisais le plus souvent, était posé contre la porte, la lame tournée vers le haut. Le billet disait simplement « Tu ne devrais pas laisser tes fenêtres ouvertes, même pour aérer ». Mon sang s'est glacé. J'étais certain d'avoir fermé toutes les fenêtres. Comment avait-il pu entrer? Comment avait-il pu toucher à mes affaires sans que je ne m'en rende compte? Chaque recoin de mon appartement me semblait soudain hostile, comme s'il était là, quelque part, tapi dans l'ombre. À partir de ce moment, je savais que ce n'était pas juste un jeu de sa part. C'était une escalade, et il voulait que je le sache. La nuit où tout a basculé, j'étais à bout. Le sommeil m'échappait depuis des jours, remplacé par une vigilance constante qui me consumait peu à peu. J'avais barricadé ma porte avec des meubles, vérifié chaque serrure, chaque fenêtre. Pourtant, je savais que ça ne suffirait pas. Rien ne pouvait m'éloigner de lui. Vers 2 heures du matin, un bruit sourd m'a réveillé. Cette fois, ce n'était pas un grattement discret ou un craquement lointain. C'était un choc net, comme si quelque chose ou quelqu'un avait heurté ma porte d'entrée. Mon cœur s'est emballé, résonnant dans mes tempes. J'ai attrapé mon téléphone, mais mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine le tenir. Le bruit s'est répété, plus fort cette fois. Et puis, un silence. Un silence si oppressant que j'entendais mon souffle court, presque étouffé par la peur. Je me suis levé lentement, prenant un couteau de cuisine que j'avais gardé à portée de main, et je me suis approché de la porte. À travers le Judas, je ne voyais rien. La lumière de la cage d'escalier clignotait, jetant des ombres tremblantes sur les murs. Mais je pouvais sentir qu'il était là, juste derrière. Et soudain, une voix basse, presque un murmure, ouvre la porte. Juste un instant. Je me suis figé, incapable de bouger, incapable de penser. La poignée a bougé, lentement, comme si quelqu'un essayait de l'ouvrir avec précaution. Puis, un coup brutal, faisant trembler la porte sur ses gonds. Mon instinct a pris le dessus, et j'ai crié à plein poumon. J'ai appelé la police. Partez maintenant. Le silence est revenu, mais cette fois, il était différent. Un silence chargé de tension, comme si quelque chose de terrible allait arriver. Je suis resté là, immobile, le couteau serré dans ma main, jusqu'à entendre des pas s'éloigner lentement dans l'escalier. Au matin, j'ai trouvé un dernier billet, glissé sous ma porte malgré tous mes efforts pour empêcher quiconque d'y accéder. Il disait simplement « Tu as bien crié cette nuit. J'adore entendre ta peur. À bientôt. » Depuis, je n'ai plus entendu de bruit, ni trouvé de billet. Mais le silence est pire. Chaque nuit, je m'endors en me demandant s'il est là, caché quelque part, attendant simplement le moment parfait pour frapper de nouveau.